Le Japon a un plan complètement bluffant pour gagner la Coupe du Monde. Un plan tellement fou, tellement bien pensé, qu'il s'étale sur 100 ans et qu'il a déjà transformé une équipe de gentils amateurs en machine qui terrifie les plus grands. Parce qu'aujourd'hui, le Japon a battu l'Allemagne, il a battu l'Espagne, il a renversé le Brésil après avoir été mené 2-0 et il est même allé gagner à Wembley contre l'Angleterre. Ça fait 8 ans qu'ils ne perdent plus contre une nation européenne. Et lors de leur entrée dans ce mondial, leur sélectionneur a sorti un truc qui a rendu la planète vraiment dingue. En plein match, il s'est mis à montrer un tableau couvert de chiffres mystérieux pour parler à ses joueurs. Et aujourd'hui encore, personne n'a réussi à décoder ce que ces numéros veulent dire. Mais tout ça, c'est ni de la chance, ni une génération dorée tombée du ciel. C'est le résultat d'un plan pensé sur tous les niveaux. Et tu vas voir jusqu'où ces gens sont allés. Et le génie qui se cache derrière cette équipe, que beaucoup surnomment aujourd'hui une armée de robots. Je vais te raconter comment le Japon est passé d'un foot quasi amateur à une machine qui fait trembler les géants. Comment un manga a changé leur histoire, comment ils fabriquent leurs joueurs à la chaîne, et pourquoi cette équipe de 2026 est la plus dangereuse qu'ils aient jamais eue. Alors reste jusqu'au bout, parce que l'histoire de cette nation va te faire halluciner. Toute grande histoire commence par une blessure. Et pour le Japon, cette blessure est arrivée pendant un soir que les Japonais appellent encore aujourd'hui l'agonie de Doha. On est en octobre 1993. Le Japon n'a encore jamais joué une seule Coupe du Monde de son histoire. Et là, lors du dernier match de qualification, le rêve est à portée de main. Il suffit de tenir. À la dernière minute du temps additionnel, les Japonais mènent et n'ont plus qu'à attendre le coup de sifflet final pour décrocher leur premier billet pour un mondial. Et puis, en quelques secondes, tout s'écroule. À la dernière minute des arrêts de jeu, l'Irak égalise. À peine 90 secondes avant la fin. Les joueurs japonais s'effondrent sur la pelouse, en larmes, ils n'y croient pas. Et le truc fou, c'est qu'un des mecs en larmes sur la pelouse ce soir-là, c'est un milieu de 25 ans qui s'appelle Hajime Moriyasu. Exactement le même homme qui dirige aujourd'hui cette équipe du Japon qui terrifie la planète. Et il a vécu de l'intérieur ce cauchemar, et ça a changé sa façon de voir le foot pour toujours. Mais c'est là qu'il faut comprendre un truc sur le Japon, parce que dans beaucoup de pays, une désillusion pareille, ça se transforme en années de déprime et de bricolage. Au Japon, ça a déclenché l'inverse. Plutôt que de pleurer sur leur sort, ils ont décidé d'en faire le point de départ d'un truc complètement dingue. Il faut dire qu'à l'époque, le foot japonais partait de zéro. Ou presque. C'était un sport quasiment amateur, joué après le boulot par des employés qui représentaient leur entreprise. Là-bas, le sport roi c'était le baseball, qui attirait tout le monde. Pendant que les meilleures équipes de baseball remplissaient des stades de 65 000 places, un footballeur, lui, ne pouvait rêver de rien de plus qu'une ligue amateur. Alors les dirigeants japonais se sont posé une question toute bête. Comment passer de ce niveau-là à gagner un jour la Coupe du Monde? Pas juste y participer, la gagner. Et la réponse, c'est ce qui rend toute cette histoire unique. Là où n'importe quel autre pays aurait cherché un raccourci, le Japon a choisi la patience à fond. Ils n'ont pas monté un plan sur 5 ou 10 ans, ils ont conçu un plan sur 100 ans. Une machine faite pour sortir des talents en continu, génération après génération, sans jamais s'arrêter. Et ce plan, c'est exactement ce qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui, alors que c'est encore le début. Avant qu'on continue, un grand merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Et si j'en parle, c'est pas juste pour la pub, c'est un truc que j'utilise pour de vrai. Et en plus, ça tombe bien avec la Coupe du Monde. Parce que le problème, tu le connais, pendant la Coupe du Monde, certains matchs sont diffusés gratuitement dans d'autres pays. Et chez toi, bah non. Et c'est exactement là que CyberGhost fait toute la différence. Tu changes ta localisation virtuelle en 2 clics parmi plus de 100 pays et t'accèdes facilement à ces diffusions. Pareil pour Netflix, Prime Video ou Disney+. Tu changes de pays et c'est tout un catalogue qui s'ouvre. Des films et séries auxquels t'avais même pas accès avant. Et au-delà du foot, c'est ta vie privée qui est protégée. Petit truc que les gens ignorent, le mode de navigation privé ne te rend pas anonyme. Ton fournisseur d'accès internet, le wifi de ton boulot, celui du café au coin de la rue, tous voient ce que tu fais en ligne. CyberGhost chiffre ta connexion et masque ton adresse IP. Tu redeviens invisible, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas un petit acteur. Plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une excellente note sur Trustpilot. Quand autant de gens font confiance à un service, c'est rarement hasard. Ça marche sur Windows, Mac, iPhone, Android, Smart TV, jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc toute la maison est couverte avec un seul abonnement. Avec mon lien dans la description, tu profites de leur meilleure offre. 2,03€ par mois, 4 mois offerts, soit 83% de réduction. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours, donc zéro risque à tester. En passant par le lien, tu soutiens aussi la chaîne. Merci encore à CyberGhost VPN. Allez, on reprend. Alors c'est quoi ce plan ? Au départ, quand ils l'ont écrit, l'objectif tenait en une phrase un peu folle. D'ici 100 ans, le Japon aura 100 clubs professionnels et il aura gagné la Coupe du Monde. La première étape, c'était de créer une vraie ligue, parce qu'avant, il n'y avait rien. Alors en 93, ils lancent la J-League, leur premier championnat professionnel, avec 10 clubs au début. Et tout de suite, ils posent une règle qui va tout changer. Fini les clubs d'entreprise. Chaque club doit appartenir à une ville, à une communauté. L'idée, c'est que les gens s'attachent à une équipe de leur région, pas au logo d'une boîte.
Et ça marche. Les stades commencent à se remplir, 10 000, puis 20 000 personnes. Mais ils savent que remplir des stades, ça ne suffit pas. Ce qu'ils veulent, c'est fabriquer des joueurs. Alors ils mettent en place des règles très strictes pour les clubs. Pas de folie financière, l'argent doit aller dans le concret, les infrastructures, la formation des jeunes et même la formation des entraîneurs. Et surtout, pour avoir le droit d'exister dans la ligue, chaque club est obligé d'avoir son académie. Pas le choix. Et c'est là qu'ils sortent un truc que personne d'autre n'avait fait. Ils créent une sorte de carte d'identité numérique du foot. Une énorme base de données qui suit chaque gamin qui touche un ballon au Japon. Ses qualités, sa croissance physique, ses blessures, tout est enregistré, depuis l'enfance jusqu'au niveau pro. En gros, ils ont construit une machine à repérer et à suivre les talents, pour que plus aucun bon joueur ne passe entre les mailles du filet. Et le plus dingue, c'est leur rapport au temps. Au tout début, ce fameux plan était prévu pour se terminer en 2092. Ouais, 2092. Sauf qu'au fil des années, ils ont tellement pris de l'avance sur leur objectif qu'ils ont avancé la date. Le nouveau but, c'est devenu 2050. Et aujourd'hui, à voir ce qu'ils mettent sur le terrain, même 2050 commence à paraître loin. Et ils n'ont jamais arrêté de pousser. En 2016, ils passent à la vitesse supérieure avec ce qu'ils appellent le projet DNA. Ils venaient de signer un énorme contrat de diffusion à 2 milliards de dollars. Au lieu de distribuer cet argent n'importe comment, ils décident un truc malin. L'argent ira en priorité aux clubs qui forment le mieux leurs jeunes. Tu m'as bien entendu. Plus tu sors de bons joueurs de ton académie, plus tu touches du cash. Tu vois le génie du truc? Ils ont transformé toute la ligue en une machine à produire des pépites. Chaque club, pour survivre et pour gagner de l'argent, est obligé de former des jeunes. Personne ne peut se contenter d'acheter et d'attendre. Tout le monde forme, tout le temps. Et le résultat de tout ça, il est là sous tes yeux aujourd'hui. Le Japon a dépassé les 60 clubs professionnels, soit plus que la France. Une équipe nationale qui ne dépend plus d'une seule génération chanceuse, mais d'un système qui en sort une nouvelle tous les 4 ans. Sauf qu'avoir une machine pareille, ça ne suffisait pas encore, parce qu'il leur manquait quelque chose de plus profond, l'amour du jeu. Et pour comprendre comment les Japonais sont tombés amoureux du foot, il faut parler d'un truc que personne n'aurait imaginé, les mangas. Revient dans les années 70. À cette époque dans la rue, les gamins japonais rêvent de devenir joueurs de baseball, pas des footballeurs. Et puis en 1981, un manga sort, qui devient ensuite un dessin animé. Captain Tsubasa. Tu connais sûrement, c'est Olive et Tom en France. L'histoire toute simple d'un gamin qui rêve de gagner la Coupe du Monde avec le Japon. Et ce dessin animé, il change tout. Des millions de gosses japonais se mettent à jouer au foot juste grâce à lui. Et ça dépasse largement le Japon. Des stars mondiales comme Zidane, Iniesta ou Torres ont dit avoir adoré ce dessin animé quand ils étaient gamins. Et au Japon, c'est carrément lui qui a poussé le tout premier grand joueur du pays, Hidetoshi Nakata, à se lancer dans le foot. Sans Captain Tsubasa, il n'aurait peut-être jamais joué. Mais l'animé a fait bien plus que donner l'amour du foot aux Japonais. Bien plus tard, il leur a aussi servi à régler un énorme problème. Et pour comprendre lequel, il faut revenir sur une soirée qui les a traumatisés. Coupe du Monde 2018, 8e de finale. Le Japon affronte la Belgique et sa génération dorée. Et contre toute attente, les Japonais mènent 2-0. Ils sont à quelques minutes de l'un des plus gros exploits de l'histoire. Sauf que la Belgique revient à 2 partout. Et dans les dernières secondes, le Japon obtient un corner. Au lieu de jouer la sécurité, ils envoient tout le monde devant pour tenter de marquer le but de la gagne. Le gardien belge capte le ballon, lance un contre éclair, et 14 secondes plus tard, la Belgique marque et élimine le Japon. Le truc les a tellement marqués qu'ils ont sorti un documentaire entier juste pour analyser ces 14 secondes. Et en creusant, ils ont compris un problème plus profond, un problème culturel. Au Japon, il y a cette idée d'harmonie et de jeu collectif poussé à l'extrême. Ça fait des joueurs incroyables, loyaux, qui pensent toujours à l'équipe. Mais ça tue net l'instinct égoïste dont un vrai buteur a besoin pour planter ses occasions. Ils s'en sont rendus compte, pour gagner parfois, il faut un monstre devant, pas juste un bon soldat. Alors comment tu changes une mentalité ancrée dans toute une culture? Encore une fois, avec un animé. Cette fois, ils se tournent vers une série plus sombre et plus violente, Blue Lock. Et toute l'idée de Blue Lock, c'est justement de casser ce culte du collectif chez les attaquants. Ça apprend aux jeunes à être impitoyables, à avoir un ego énorme devant le but, à être complètement égoïste au moment de marquer. Et là où ça devient sérieux, c'est que la fédération japonaise n'a pas juste regardé ce phénomène de loin, ils se sont carrément associés aux créateurs de Blue Lock. Ils ont lancé un programme officiel pour chercher des vrais égoïstes capables de gagner la Coupe du Monde. Ils utilisent un dessin animé pour reprogrammer le cerveau de leur futur buteur. Mais une mentalité de tueur, ça suffit pas si physiquement tu te fais marcher dessus. Et c'était justement le dernier gros problème du Japon. Pendant très longtemps, il y a eu un cliché qui collait à la peau des joueurs japonais. Très rapide, très technique, mais trop petit et trop tendre pour rivaliser avec les gros bras européens et sud-américains. Et pendant un moment, c'était vrai. Alors, toute première Coupe du Monde en 1998, la totalité des joueurs japonais évoluaient au pays, dans le championnat local. Zéro expérience de la dureté du foot européen. Ils débarquaient dans le grand bain sans jamais avoir affronté ce niveau d'intensité. Mais regarde l'effectif de 2026.
Et là, t'hallucines. Aujourd'hui, il y a plus de 100 joueurs japonais répartis un peu partout en Europe, dont une vingtaine dans les 5 plus grands championnats du continent. En une génération, ils sont passés de 0 à ça. Mais comment ont-ils fait et aussi vite ? Parce que faire venir un jeune japonais direct dans la pression de l'Europe, c'est un choc énorme, à la fois physique et culturel. Plein de joueurs se sont ratés dans le passé juste parce qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter. Alors le Japon a une idée de génie. Des entreprises japonaises ont carrément racheté un club professionnel en Belgique, Saint-Tron, et ils ont transformé ce club européen en pont, en étape d'adaptation pour leurs jeunes talents. L'idée est simple, au lieu de balancer directement un gamin chez les Lions en Angleterre ou en Espagne, ils l'envoient déjà à Saint-Tron. Là, il vit dans un environnement adapté aux Japonais, en plein cœur de l'Europe, ce qui lui permet de s'habituer tranquillement à la physicalité et à la culture européenne avant de passer à l'étape supérieure. Des joueurs devenus importants comme Wataru Endo ou Takehiro Tomiyasu sont passés par ce pont-là pour lancer leur carrière. Mais ils ne se sont pas contentés de l'Europe pour endurcir leurs joueurs, ils ont sorti la science. La fédération a massivement investi dans la data et le suivi GPS pour analyser chaque seconde de mouvement d'un joueur sur le terrain et même prévoir à éviter les blessures musculaires avant qu'elles n'arrivent. Et ils sont allés plus loin en s'associant à des entreprises spécialisées dans la nutrition pour créer des régimes sur mesure avec des compléments et des apports pensés spécifiquement pour chaque joueur d'élite. Et le résultat, il fait peur. Les chiffres montrent que la taille des jeunes japonais a clairement augmenté ces dernières décennies. Le Japon n'est plus cette petite équipe qu'on bouscule sur les corners. Ils ont maintenant des joueurs grands et puissants, comme leur gardien Zion Suzuki, 1m90 bâti comme un mur, ou encore Hiroki Ito, le défenseur qui joue carrément au Bayern Munich, et Takehiro Tomiyasu, ce rock défensif passé par Arsenal, des profils physiques taillés pour le très haut niveau. Donc récapitule 2 secondes, tu prends une génération de joueurs formés depuis l'enfance par une machine à talent, tu leur ajoutes une mentalité de tueur empruntée à un manga, tu les fais passer par un sas européen pour les endurcir, et tu les boostes avec de la science de pointe. T'obtiens quoi ? Une équipe qui n'a plus aucun point faible évident. Mais tout ça ne vaudrait rien sans un cerveau pour assembler les morceaux. Et ce cerveau, c'est leur sélectionneur. Hajime Moriyasu, le même gamin de 25 ans qui pleurait sur la pelouse après l'agonie de Doha en 1993 et qui a construit l'équipe la plus organisée du monde. Normalement, une équipe nationale a un style et un seul. Soit elle attaque tout le temps, soit elle défend et gare le bus. Moriyasu, lui, a construit autre chose. Les spécialistes appellent ça les tactiques caméléons. En clair, le Japon s'adapte parfaitement à l'adversaire qu'il a en face. Contre une équipe moyenne, ils gardent le ballon, ils dominent, ils déroulent leur jeu. Mais contre un géant comme l'Allemagne, l'Espagne ou le Brésil, ils se transforment en murs. Ils descendent dans un bloc bas hyper compact, parfois à 5 derrière. Ils étouffent les attaquants adverses et ne leur laissent aucun espace. Le Japon se fiche complètement d'avoir le ballon ou de faire du beau jeu contre les gros. La preuve, quand ils ont battu l'Espagne 2-1 en 2022, ils n'avaient que 17% de possession. C'est tout simplement la plus faible possession pour une équipe gagnante dans toute l'histoire de la Coupe du Monde. Ils te laissent le ballon, ils attendent ta moindre erreur, et dès qu'ils récupèrent, ils te punissent avec une contre-attaque éclair. Et on a vu les 2 visages de ce mondial. Contre les Pays-Bas, c'était le bloc qui résiste et qui arrache le 2-2 à la fin. Et 3 jours plus tard, contre la Tunisie, c'était le rouleau compresseur, un 4-0 tranquille. 2 matchs, 2 visages complètement différents. Mais l'arme la plus redoutable de Moriyasu, c'est sa gestion des remplaçants. Le mec est un génie pour lire un match. Il démarre souvent avec une équipe solide et besogneuse pour épuiser l'adversaire en première période, et en seconde, quand les défenseurs d'en face ont les jambes lourdes, il lâche des attaquants ultra rapides et frais sortis du banc. C'est exactement comme ça qu'ils ont détruit l'Allemagne et l'Espagne au Qatar, des remplaçants entrés en jeu qui ont retourné les matchs avec des buts tardifs. Et puis, il y a ce truc qui est devenu viral pendant ce mondial. Pendant le match contre les Pays-Bas, alors que le Japon est mené et que le temps file, Moriyasu se met à brandir un petit tableau blanc avec de gros chiffres dessus pour communiquer avec ses joueurs. Et là, le monde entier devient fou. Tout le monde essaie de décoder ces fameux numéros, des codes pour les coups de pied arrêtés, des consignes tactiques cachées, et comme le Japon a égalisé à la 88e minute juste après ça, ça a donné encore plus de poids au mystère. Sauf que personne ne sait vraiment ce que veulent dire ces chiffres. Certains ont d'abord cru un simple compte à rebours pour rappeler le temps qui reste, sauf que ça tient pas debout, les joueurs ont qu'à lever les yeux vers l'écran géant du stade pour ça, donc la vraie thèse, celle qui tient la route, c'est que ce sont des consignes tactiques codées, des systèmes numérotés que seuls les joueurs japonais comprennent, histoire de cacher leur plan à l'adversaire. Pendant que tout le monde croyait un gadget rigolo, le Japon faisait passer des consignes secrètes en pleine face de ses rivaux, sans que personne ne piche quoi que ce soit. Du pur génie. Et le plus impressionnant, c'est que cette équipe arrive en Amérique du Nord avec une vraie poisse niveau blessure. Le Japon a perdu plusieurs de ses cadres avant le tournoi. Kaoru Mitoma, l'ailier qui détruit les défenses de première ligue, Takumi Minamino, et même son capitaine, Wataru Endo, le patron du milieu, qui s'est blessé au pied et a carrément pris sa retraite internationale juste avant le coup d'envoi.
Pour n'importe quelle autre nation, perdre 3 joueurs de ce calibre, ce serait la catastrophe. Le Japon, lui, s'en sort tranquillement, et ça en dit long sur la profondeur de cet effectif. Aujourd'hui, à part le vétéran Nagatomo et les gardiens remplaçants, quasiment tous leurs joueurs évoluent déjà en Europe. Il y a Takefusa Kubo, qu'on surnomme le Messi japonais, formé à la Masia du Barça, et joue à la Real Sociedad. Et avec son pied gauche et sa vision, c'est lui le génie créatif quand un adversaire ferme le jeu. Devant, le Japon a enfin le buteur qui lui a manqué pendant des décennies, Ayase Ueda, attaquant de Feyenoord, finisseur clinique dans la surface, fort de la tête, qui attaque les centres sans hésiter. Et il vient de le prouver avec son doublé contre la Tunisie. Derrière, ils ont bâti un mur. Dans les buts, Zion Suzuki, 1,90 m, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de moins de 23 ans de la planète. Devant lui, une charnière solide avec Hiroki Ito, le défenseur du Bayern Munich, et Takehiro Tomiyasu, passé par Arsenal. Au milieu, Daichi Kamada apporte la créativité et le nouveau capitaine Ko Itakura tient la baraque derrière. Tu prends tout ça ensemble et tu te rends compte d'un truc. La valeur totale de cet effectif a triplé depuis 2018 et quasiment doublé depuis le dernier mondial. Aucun pays asiatique n'est même proche d'eux, et même amputé de 3 titulaires, le Japon a assez de munitions pour faire mal à n'importe qui. Mais avoir le meilleur effectif de l'histoire du pays, ça ne sert à rien si tu butes toujours sur le même mur. Et ce mur, le Japon le traîne depuis plus de 20 ans. Ce mur, c'est les 8e de finale. Parce que dans toute leur histoire en Coupe du Monde, le Japon a atteint 4 fois les 8e, en 2002, 2010, 2018 et 2022, mais ils n'ont jamais réussi à aller plus loin. À chaque fois, le rêve s'arrête là. Que ce soit ces fameuses 14 secondes contre la Belgique en 2018 ou la défaite au tir au but contre la Croatie en 2022, les 8e sont devenus une sorte de plafond de verre qui bloque tous leurs rêves. Et cette fois, ils sont venus pour le faire exploser. Et leur début de tournoi confirme qu'ils ont les armes. Pour leur entrée, ils ont arraché un 2-2 héroïque contre les Pays-Bas, en revenant 2 fois au score et en égalisant à la 88e minute. Le match du tableau blanc. Et 3 jours plus tard, ils ont sorti une démonstration, un 4-0 contre la Tunisie. Pas n'importe quel 4-0 d'ailleurs. C'est la première fois qu'une équipe asiatique met 4 buts dans un match de Coupe du Monde, et c'est leur plus large victoire dans la compétition. Kamada a marqué dès la 4e minute, Ueda a planté un doublé, Junya Ito a corsé l'addition. La Tunisie, elle, est éliminée. Résultat, le Japon est en tête de son groupe avec les Pays-Bas, et il vise maintenant la première place lors du dernier match de poule contre la Suède. Mais le vrai défi arrive après la phase de poule, parce qu'avec le nouveau format élargi du tournoi, les simulations donnent une grosse probabilité. Presque une chance sur 4 qu'ils tombent très tôt sur le Brésil dans les phases à élimination directe. Pour enfin briser leur malédiction et atteindre l'écart, le Japon devra peut-être survivre à un cauchemar, la quintuple championne du monde. Sauf que, souviens-toi, le Japon a déjà battu le Brésil, revenant de 0-2 pour gagner 3-2. Et ils ont aussi battu l'Allemagne, l'Espagne et même l'Angleterre à Wembley. Ils n'ont plus peur des géants, ils ne perdent plus contre une nation européenne depuis 8 ans. En 2005, la fédération japonaise avait promis qu'elle gagnerait la Coupe du Monde d'ici 2050. À l'époque, ça faisait rire tout le monde. Mais quand tu regardes la machine qu'ils ont construite pour 2026, plus personne ne rigole. Le Japon n'est plus le petit poussé sympa qu'on sous-estime, c'est devenu une vraie menace. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le Japon n'est plus l'équipe gentille qu'on regarde de haut. Alors la vraie question, c'est est-ce que c'est cette année que le Japon brise enfin son plafond de verre? Et toi, tu crois que le Japon peut créer la surprise et atteindre l'écart, voire les demi, ou qu'ils vont encore tomber dès les 8e comme d'habitude? Dis-moi tout en commentaire. Avant de te laisser, petit rappel pour CyberGhost VPN qui sponsorise la vidéo. La Coupe du Monde arrive, plein de matchs vont être diffusés ailleurs qu'en France, et c'est exactement le moment d'avoir un VPN. Le lien est en description si tu veux profiter de l'offre, 2,03 € par mois et 4 mois offerts. Ça reste imbattable. T'as 45 jours pour tester, donc franchement, zéro risque. Et ça aide la chaîne, donc merci à ceux qui passent par le lien. Si la vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi pour la suite du parcours des Bleus, et on se retrouve pour le prochain match.